Je vais demander aux différents intervenants suivants de me rejoindre. Stéphane Devailly, président du tribunal administratif de la Cour administrative d'appel. Éric Landau, avocat en droit public. Vous pouvez prendre place. Vous pouvez vous installer ici si vous voulez. Bonsoir. Bruno Daugeron, professeur de droit public à l'Université Paris-Cité. Stanislas Lucienne, conseiller technique, syndicat national des directeurs généraux de collectivités territoriales, chargé de la normalisation et l'innovation et directeur général des services de la ville de Vanves. Et Guillaume Delacroix, commissaire de justice à l'Aigle. Merci déjà aux uns et aux autres de participer à cette table ronde. Ma première question, elle est pour vous, Guillaume Delacroix, qui avait initié la rédaction de l'ouvrage dont on a vu la présentation. Pourquoi le commissaire de justice doit s'intéresser au droit public et quels sont ses atouts ? Bien, s'intéresser au droit public, c'est cesser d'ignorer la moitié des acteurs du droit. Commissaire de justice, vous composez pour l'essentiel cette assistance. Vous êtes arrivé dans cette profession au terme d'un long enseignement, essentiellement consacré au droit privé. Aveuglé que vous étiez par cet objectif qui était d'obtenir l'examen professionnel, vous n'avez travaillé que les matières requises pour l'obtenir, des matières de droit privé. Et vous avez tourné le dos à l'autre moitié du droit, le droit public. Rassurez-vous, dans le même temps, les publicistes ont fait de même, pour la plupart également, pour les mêmes raisons. Et ils se sont focalisés sur leur matière et ont tourné le dos au droit privé. Aujourd'hui, au travers de l'ouvrage qui vous a été présenté, nous sommes également là pour révéler aux acteurs du droit public les différentes utilités du commissaire de justice et nos besoins respectifs. En droit privé, les principales missions qui sont dévolues au commissaire de justice, ce sont la signification, l'exécution, le constat, la médiation et les ventes judiciaires. Ces besoins, principalement exprimés par des personnes de droit privé, le sont également par les personnes de droit public et leurs représentants, les collectivités territoriales, leurs élus, leurs agents, leurs cadres. Ils n'ont pas toujours connaissance de ce que nous pouvons leur apporter et le potentiel économique du marché est très important. Nous avons 36 000 collectivités territoriales, dont 35 000 communes, 1 250 établissements publics intercommunaux, dont 21 métropoles, 14 communautés urbaines, 223 communautés d'agglomération et 995 communautés de communes. Ce sont également 101 départements, 13 régions, 5 territoires ultramarins et bien sûr l'État. Aujourd'hui, au travers des développements à venir des différents intervenants à cette table ronde, vous allez être initiés aux raisons qui ont motivé ce projet porté par le bureau du président Santoire et la Banque des territoires. Un véritable partenariat qui a pu être construit et celui-ci dépasse largement le cadre financier. Monsieur Lamy l'a rappelé tout à l'heure. Donc l'équipe des auteurs de l'ouvrage, pour certains sont présents dans cette salle et je les salue, a identifié pour notre profession 257 nouveaux actes, 140 nouveaux constats bien spécifiques et de nouvelles formalités, soit 400 nouveaux actes et constats pour les commissaires de justice, sans compter les opportunités de médiation et de vente judiciaire. Merci. Merci Guillaume Delacroix. Vous allez pouvoir passer le micro à votre voisin. C'est moi. Stanislas Lucienne, dans les collectivités territoriales, les directeurs généraux des services jouent un rôle clé parce qu'ils sont chargés de traduire concrètement sur le terrain les décisions des élus. Les questions de droit sont évidemment au cœur de votre quotidien, car aucune décision, aucun acte, aucun contrat n'échappe au formalisme juridique.
On a entendu les difficultés auxquelles sont confrontés les élus, alors que l'État demande plus en allouant moins, y compris par le recul du contrôle de l'égalité ou de l'ingénierie publique. Comment vous gérez ces tensions entre des contraintes juridiques croissantes et des moyens limités? Mesdames, Messieurs, bonjour. En fait, je n'ai pas 2 heures pour répondre. Non, donc vous avez 4 minutes 17. C'est bien ce qui me semblait. C'est dommage parce que c'est à peu près le temps qu'il faudrait pour faire une réponse à cette question. En fait, déjà, je pense qu'il est important de positionner ce qu'est le couple élu-DGS. Le SNDGCT, pour vous tous qui le savez, j'en doute pas, c'est le syndicat national des directeurs généraux de collectivités territoriales. C'est un directeur général des services sur 2 en France. Comme cela vous a été précisé, la difficulté lorsqu'on parle du monde des collectivités locales, c'est un peu comme quand on parle des études ou quand on parle de l'entreprise. Aucune étude ou aucune entreprise ne se ressemble. Aussi, le monde de la territoriale, c'est 43 000 employeurs. Ça, c'est pour effectivement parler un peu chiffres. C'est à peu près plus d'1 500 000 fonctionnaires territoriaux. Et lorsqu'on ouvre cette question, de la baisse des moyens, en fait, c'est extrêmement complexe à aborder dans la mesure où, évidemment, à chaque fois, tout dépend de la taille, de la strate de la collectivité. Je pense que c'est un point sur lequel vous devez être attentif si vous souhaitez travailler avec les collectivités. Il n'y a pas grand-chose de commun entre la collectivité avec son tiers-temps de secrétaire de mairie et la ville de Paris avec ses 70 000 fonctionnaires. Et je pense que c'est un point véritablement à avoir en tête. Directeur général des services, c'est une fonction qui apparaît à peu près aux alentours de 2000 habitants. Mais un directeur général des services d'une commune de 2000 habitants et un directeur général des services de la ville de Paris, là aussi, c'est un monde assez disparate. Aussi, si vous voulez, dans cette croissance, dans cette exponentialité des normes, vous avez fait un travail magnifique de synthèse, je dirais presque de recension, hein, puisque en gros, on estime à peu près à 400 000 normes le volume auquel les collectivités locales sont astreintes. 400 000 normes, c'est aussi 400 000 sources de risques, et notamment pénales, puisque c'est une des particularités du droit public, c'est qu'il arrive très très vite sur la notion de pénal. Vous avez ouvert un certain nombre de champs, et notamment les champs de la commande publique, de l'urbanisme. Vous avez aussi traversé le droit administratif des biens, et c'est à chaque fois un certain nombre de difficultés auxquelles il nous faut trouver la synthèse entre des normes qui ont la particularité d'être exponentielles. Le Code général des collectivités territoriales, en gros, il a été multiplié, je l'ai noté, par 3 en 20 ans sur ce qui est un premier. Le code de l'urbanisme, c'est à peu près x2. Et puis, je vous passe le code de la fonction publique, qui effectivement, même s'il est assez récent, a la particularité d'être assez dense. Aussi, votre rôle, le rôle du directeur général, c'est vraiment d'assurer, pour le compte d'une politique municipale déterminée par des élus, d'assurer la cohérence juridique, la cohérence technique, la cohérence financière de gestion pour la collectivité. Et c'est un rôle qui, depuis notamment l'ordonnance de mars 2022, a une particularité, c'est qu'on nous impose une certaine responsabilité, notamment responsabilité de gestionnaire, qui est assez lourde depuis ce nouveau texte. Donc, en permanence, il nous faut trouver l'équilibre entre la volonté d'un territoire, son besoin, entre guillemets, ses aspirations, la volonté de nos élus, mais aussi l'équilibre juridique qui va bien, et puis, vous l'avez évoqué évidemment, les ressources financières qui sont nécessaires. Ressources financières qui ont une particularité, alors je ne sais pas si elles sont en baisse, parce que si l'État nous entendait, évidemment, il nous dirait qu'elles ne sont pas nécessairement en baisse dans les collectivités locales, mais en revanche, elles ont une particularité, elles sont de plus en plus contraintes et de moins en moins flexibles, ce qui est là, par contre, un élément important, puisque avec les différentes réformes qui ont eu lieu ces dernières années, eh bien, nous nous retrouvons dans une situation où il nous faut assurer, évidemment, la justesse du droit, mais aussi répondre à un certain nombre de besoins avec, à chaque fois, un certain nombre de contraintes, et notamment des contraintes d'encadrement, des contraintes de méthode diverses et variées. Et dans cet esprit-là,
eh bien, je pense que le lien entre le commissaire de justice et le monde territorial est évidemment quelque chose d'intéressant. C'est effectivement un monde à découvrir. Et pour être un publiciste, je vous confirme, voilà. Et ma femme étant une privatiste et étant dans la salle, généralement quand je donne un cours de finances publiques le samedi matin, elle me dit « mais mon Dieu, j'ai une pensée pour tes étudiants ». Donc effectivement, c'est des mondes qui ont besoin de se découvrir sous une autre forme, avec aussi, je dirais, un besoin d'aller l'un vers l'autre, sachant que de notre côté, on a l'habitude des prérogatives exorbitantes du droit commun, c'est notre lot quotidien, et de votre côté, évidemment, celle de votre fonction, qui effectivement est capitale. Mais dans ce temps où nous avons besoin de penser autrement, le président l'a dit tout à l'heure, avec ce monde de complexité, je pense que c'est un terme qui revient à peu près dans tous les congrès auxquels on peut participer, c'est-à-dire comment fait-on société dans un monde qui vit ces crises, ces transitions écologiques, démographiques, numériques, sociales? Comment on arrive à faire solution? Comment on arrive à hybrider un certain nombre de métiers, un certain nombre de compétences? C'est vraiment le défi auquel les directions générales aujourd'hui sont confrontées et sur lesquels, en gros, eh bien, je pense que nous avons besoin mutuellement l'un des autres. Nous qui représentons quelque part une certaine aspiration collective, une certaine confiance lorsque l'on parle des maires, et vous qui, quelque part, avez cette image de tiers de confiance qui, quelque part, est intéressante à mutualiser et à hybrider. Merci Stanislas Thusienne. On a besoin les uns des autres. Voilà le message. Alors justement, je vais me tourner vers le professeur de droit public, Bruno Daugeron. Vous êtes par vos fonctions un observateur attentif de, je mets des guillemets, la vie juridique locale. Votre regard plus théorique explore les liens étroits entre le politique, qui vise à concrétiser le bien public, et le droit, qui est son principal outil. Comment vous voyez aujourd'hui l'articulation entre les attentes croissantes des citoyens en matière d'action locale, de services publics, de lien social, et les moyens dont disposent les collectivités? Comment vous distinguez les besoins juridiques des élus et ceux de l'administration? Et plus largement, dans quelle mesure l'insécurité juridique peut être un obstacle pour les collectivités? Alors merci de ces questions qui sont d'ordre différent, donc je vais procéder successivement pour les examiner. Mais avant tout, je voudrais vous dire que je suis très heureux d'être là. Très heureux d'être là parce que 2024 est l'année du droit public et du droit constitutionnel. Et en principe, j'aurais pu vous rencontrer dans une autre circonstance, sur un plateau de télévision. Vous m'auriez posé la question sur, vous savez, la constitution du gouvernement, etc., etc. Il y a beaucoup de questions en ce moment. Donc 2024, c'est l'année du droit constitutionnel et du droit public. Et je pense que, en préalable à toute réponse, l'expérience universitaire que j'ai, c'est qu'un livre ne vient jamais par hasard. On n'écrit pas un livre pour n'importe quelle raison. Et un livre lui-même, quand il est publié, c'est qu'il répond à un besoin, c'est qu'il rencontre quelque chose. Et à mon avis, ce livre, c'est autant la rencontre du monde des commissaires de justice avec celui du droit public que l'expression implicite de ce besoin. Et il traduit quelque chose de très profond, à mon avis, c'est ce que j'appellerais l'unité du droit. Parce qu'avant d'être privatiste ou publiciste, nous sommes tous juristes. Et nous sommes tous confrontés à la même logique juridique. C'est ce que j'essaye d'expliquer aux étudiants. Et qu'au-delà de différences qui sont liées à l'histoire et à notre organisation administrative et juridictionnelle, il y a quand même une logique qui nous unit, et il est très bon et très fécond que ces mondes puissent se rencontrer. Alors pour essayer de répondre à vos questions en prenant un peu de recul, je pense qu'il faut partir, puisque c'est l'année du droit constitutionnel, de la Constitution, et notamment de son article 1er qui nous explique que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale, mais auquel on a rajouté en 2003 que son organisation était décentralisée. Et ça a changé beaucoup de choses dans la manière d'appréhender les questions de droit public, d'appréhender le rôle de l'État, d'appréhender celui des collectivités territoriales. C'est que l'inscription dans cette Constitution, même si elle ne faisait que consacrer quelque chose qui existait déjà, a introduit une tension que la France, État unitaire traditionnel, ne connaissait pas. Et l'État, le législateur, a beaucoup développé des expérimentations.
Expérimentation sur le pouvoir réglementaire d'expérimentation, sur même du pouvoir législatif ou cas législatif donné à des collectivités territoriales à statut particulier, dont on a développé encore l'existence. De sorte que ce besoin de particularisme exprimé dans la décentralisation a été poussé très loin aux dépens de ce qu'on appelle la centralisation. Mais le problème d'avoir poussé cette logique très loin, c'est qu'elle peut venir parfois mettre en cause l'indivisibilité de la République. Alors non pas pour faire de nous un État fédéral, mais pour créer des ruptures d'égalité entre les collectivités, pour créer des ruptures d'égalité entre les territoires, pour, à cause des réformes, de certaines réformes qui ont été conduites parfois, eh bien effectivement, baisser le niveau des services publics, essayer de rationaliser davantage l'organisation. De sorte que, eh bien, parfois ce sont des vides qui arrivent, qui prennent place. Bon, je prends un exemple tout bête. Je vais faire comme un homme politique, je vais parler de ma circonscription, que je n'ai pas, le département de l'Indre. Dans l'Indre, si vous êtes une collectivité, vous voulez faire un constat, un référé constat ou un référé mesure utile dans le juge administratif, ben c'est très bien, mais il faut aller à Limoges pour faire ça. Bon. Et si ensuite vous êtes amené, alors là c'est pas une procédure d'appel parce que les référés peuvent se faire directement devant le Conseil d'État, mais dans un autre type d'affaires, ben vous devez aller au moins à Bordeaux et pourquoi pas au Conseil d'État pour faire un pourvoi en cassation. Donc on voit, si vous voulez, que le discours sur la décentralisation rencontre aussi des limites dans la traduction concrète. Et il me semble très important que, enfin ce livre, c'est pour faire le lien avec ce que je disais au départ, rencontre quand même justement ce dont vous parliez, c'est-à-dire le besoin des collectivités et des usagers. Qu'est-ce qui reste dans les collectivités? Qu'est-ce qui reste dans les territoires pour faire face à des questions juridiques de proximité? Ben, il reste justement les commissaires de justice. Et les commissaires de justice, il est possible de les saisir parce qu'on n'est pas obligé de faire 150 km ou 200 km pour en trouver un. Voilà. Et donc, il me semble fondamental de comprendre les particularités des collectivités et à la fois le besoin de sécurité juridique, mais qui n'est pas toujours un besoin de plus de droits. Voilà. Hein, essayer de faire le lien entre l'accompagnement de la règle, qui n'est pas forcément une multiplication des règles. Et je pense que l'ouvrage dont on parle, et la démarche même intellectuelle, me semble féconde pour essayer de répondre à ce besoin de proximité qui est malmené du fait de la contradiction qui peut être opérée, j'espère avoir été clair, entre l'indivisibilité de la République et son caractère décentralisé. Merci Bruno Daugeron. Stéphane Devailly, les juridictions administratives sont moins connues de nos concitoyens que les juridictions judiciaires. Et pourtant, elles jouent un rôle clé, puisqu'elles garantissent les libertés, la cohésion sociale, elles régulent l'action publique. La prise en compte d'un environnement juridique est de plus en plus instable, de plus en plus complexe pour les collectivités est au cœur de vos préoccupations, au travers du principe de sécurité juridique qu'on peut définir en 3 mots, clarté, stabilité, prévisibilité. Est-ce que vous pensez que les collectivités sont suffisamment armées pour gérer ce foisonnement normatif? Et comment vous appréhendez, vous, aujourd'hui, la judiciarisation de la vie publique locale? Alors tout d'abord, merci pour cette invitation, et puis merci aussi pour la remise de cet ouvrage. Je disais à M. Fastier que j'en avais pris connaissance en 48 heures, mais c'est vrai qu'il est très intéressant et un certain nombre de fiches me seront sans doute utiles dans le cadre de mes fonctions. Alors il est vrai que les juridictions judiciaires sont plus connues que nous, mais elles sont beaucoup plus médiatisées, puisqu'il y a tout un décorum que nous n'avons pas devant les juridictions administratives. On ne parle de nous qu'à l'occasion justement de questions constitutionnelles, puisque le Conseil d'État a été amené à se prononcer il y a quelques jours par un avis sur la loi spéciale qui vient d'être votée. Alors, en tant que praticien dans les juridictions administratives, pour avoir été à la fois dans des juridictions de première instance et des juridictions d'appel, je constate effectivement, comme le disait notre collègue directeur général des services, qu'il y a une fondamentale différence entre d'énormes collectivités territoriales comme la ville de Paris, qui a les moyens de s'entourer de personnel qualifié, et puis, puisque étant en poste à Melun, nous avons 2 départements de compétences, le Val-de-Marne et la Seine-et-Marne. La Seine-et-Marne, département extrêmement rural avec de petites communes, dans lesquelles, en fait, les maires ont un gros problème, c'est de trouver des personnels qualifiés avec des budgets contraints.
Alors il est vrai qu'aujourd'hui, en termes de personnel, les collectivités locales ont un double problème. D'une part, elles ne peuvent pas recruter. D'autre part, les procédures de marché public, notamment en matière de services, les contraignent à devoir atteindre une taille critique pour pouvoir obtenir le secours d'avocats spécialisés. Et là, encore une fois, se pose une difficulté. Alors, que font les collectivités locales? En fait, c'est très simple. Elles se tournent d'abord vers les préfectures, qui sont, en principe, censées les aider dans le cadre du contrôle de légalité à créer des actes qui soient des actes qui seront validés ensuite s'il y a un recours devant le juge administratif. Mais là encore, on se heurte à une deuxième problématique. Si les budgets des collectivités locales sont contraints, le budget de l'État le devient aussi. Et dans les collectivités territoriales, bien évidemment, on a en face des préfectures dont les effectifs du contrôle de légalité n'ont fait que chuter. Prendre un exemple sur la Seine-et-Marne, contrôle de légalité, il y a 25 ans, c'était 10 personnes. Aujourd'hui, elles sont 3. Pour effectivement un nombre d'actes moins important, mais des actes plus complexes. Parce que là encore, on a une deuxième difficulté, les normes se sont surajoutées, on a eu un empilement de textes qui sont venus complexifier la situation et qui rendent encore une fois pour les élus beaucoup plus compliquée la gestion. Alors il est vrai que nous avons assez fréquemment, et notamment Melun, puisque j'ai mis en place des relations un peu plus complexes avec les collectivités territoriales, mais souvent les maires, dans de petites communes, viennent au tribunal. Alors c'est vrai que ça amuse mes jeunes collègues qui viennent d'arriver dans ce tribunal avec une partie rurale, en nous disant, écoutez, voilà, moi j'ai un problème, effectivement, on me dit que ce texte est illégal, mais alors je ne sais pas comment faire, est-ce que vous pourriez me dire quelle est la bonne méthode? Alors le problème, c'est que c'est un petit peu tard, puisque là, on arrive devant le tribunal et que je leur explique très gentiment que malheureusement, il aurait fallu qu'en amont, ils se posent la question de savoir comment on allait régler le problème. Mais c'est souvent à ça qu'on a affaire dans des communes, encore une fois, de petite taille, parce que ce ne sont pas des professionnels du droit et ils sont confrontés à une situation juridique de plus en plus compliquée. Donc ça, c'est le premier constat que je peux faire dans le cadre de mon activité. Deuxième constat, la judiciarisation. Alors, judiciariser, en fait, c'est très simple. À partir du moment où on perd la discussion, où on perd le dialogue, où on perd le sens de débattre avec un tiers, eh bien évidemment, il n'y a plus qu'une seule solution, c'est aller vers le juge. Et là, je crois qu'on se trompe. Le juge, il n'est pas là pour faire le monsieur qui va prendre la décision en disant celui-ci a raison, celui-ci a tort. Nous devons intervenir en dernier recours quand les parties n'ont pas pu dialoguer. Et le problème, il est qu'aujourd'hui, justement, on constate, et cette judiciarisation croissante, en fait, est la conséquence d'abord d'un mécontentement dans les populations, alors que ce soit au niveau local. Alors, de manière assez anecdotique, nous avons eu la question des crèches en Seine-et-Marne, puisque la Seine-et-Marne, Cocorico, a été quand même celle qui a donné lieu à une décision du Conseil d'État par la suite sur la crèche à Melun. Nous avons aussi des décisions concernant la présence de coqs dans des communes qui gênent les Parisiens qui viennent passer le week-end. Donc nous avons effectivement ce type de questions qui nous sont posées. Donc on judiciarise parce qu'on ne discute plus. Alors il est vrai qu'en 2016, les juridictions administratives, et Melun a été une des deux juridictions en pointe sur ces questions, a tenté de développer la médiation. Alors cette médiation, elle est encore assez embryonnaire. On a un peu de mal à faire passer dans l'esprit des élus locaux qu'une médiation, c'est quand même pas forcément une mauvaise solution, plutôt que d'aller devant un tribunal, de devoir affaire à un avocat, pour lequel on va devoir payer des honoraires, une procédure qui va être un peu longue, alors que la médiation pourrait assez facilement régler la question. Le problème, c'est que nous avons assez peu de médiateurs, alors que pourtant ça devrait les intéresser, puisque la médiation administrative, contrairement à la médiation judiciaire, elle n'est pas gratuite. Donc on peut obtenir des honoraires dans le cadre des médiations qui sont organisées chez nous. Mais elles sont encore assez peu développées, et je crois que là, peut-être que les commissaires de justice ont un rôle à jouer. D'une part parce que les avocats ne sont pas nécessairement présents sur l'ensemble du territoire, alors qu'effectivement les commissaires de justice sont bien plus présents sur l'ensemble du territoire, et que d'autre part ils sont le spécialiste du droit qui pourrait être le soutien de la collectivité locale pour l'aider à régler de telles questions et trouver une solution de médiation qui, je pense, pourrait être effectivement une voie dans le futur et éviter cette judiciarisation croissante dans la société. Merci Stéphane Devailly. Alors justement,
Je vais me tourner vers l'avocat en droit public. Ah bah, vous avez déjà un micro. Éric Landau, vous êtes au cœur, vous, des besoins juridiques des collectivités territoriales et de leurs groupements, puisque vous accompagnez les élus, les services dans une multitude de domaines au carrefour du droit et de la politique. Vous avez une fonction tout autant curative, au plan contentieux que préventive, par la sécurisation des actes, des contrats, des process, des relations RH. Est-ce que pour vous, les collectivités sont des clients comme les autres? Quelles sont leurs grandes attentes? Et au-delà des questions de fond, comment les commissaires de justice peuvent vous accompagner? Eh bien, je pense qu'effectivement, merci, je pense qu'effectivement, nos clients, qui sont des personnes de droit public, sont également vos clients par notre entremise ou directement. Et je pense que, comme il l'a été dit, cet ouvrage n'arrive pas par hasard. Il arrive aux confluences de plusieurs dynamiques. Une première dynamique qui est celle de votre profession renouvelée, et vous avez évoqué à titre liminaire les nouvelles compétences dont vous vous dotez, mais également les mentions de spécialisation. Et ce n'est pas l'avocat lui-même ayant eu à peiner sur des promesses synalagmatiques pour passer le barreau alors que j'étais publiciste depuis de longues années qui niera l'importance de ces spécialisations. Et je pense qu'il y a, au-delà de la montée en charge des contentieux, énormément de tâches qui sont les vôtres et qui ne sont pas contentieuses. Cela vient d'être dit sur l'alternative au contentieux que peut être la médiation. Et je pense que votre profession commence à être connue comme telle. Et là, nous touchons à un point, c'est qu'il n'y a pas uniquement le spécialiste du droit que vous êtes et que nous sommes aussi, que nous sommes à peu près tous ici aujourd'hui, mais celui en qui on peut avoir confiance, que vous incarnez. Ça a toujours été un trait dominant de votre profession, contrairement à la nôtre où par définition nous sommes pour des partis. Et donc, nous sommes à ce titre tout à fait complémentaires. Ceci dit, tout ce qu'il y avait d'intelligent, de stratégique à dire sur cela ayant été dit précédemment, je vais effectivement aller vers des choses plus simples qui sont de quels clients parlons-nous. Et j'ai fait ma petite liste pour vérifier que je n'oublie rien. Et là, je vais essayer d'entrer dans des détails extrêmement triviaux, mais qui, je pense, vont vous intéresser. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il nous raconte l'avocat? Moi, les maires de ma commune et le président de ma communauté de communes, je les connais très bien. Vous les connaissez et vous faites quelques actes de temps en temps pour eux. Mais faire un acte qui est le cœur de votre métier, pour lequel ils vous connaissent, et prendre un café avec eux parce que vous connaissez depuis la communale, n'est pas la même chose que de travailler tel que nous le faisons et que vous le ferez à la faveur de cet ouvrage effectivement remarquable qui a été fait par votre chambre. Donc, premier élément, vous le savez, cela a été dit, c'est l'immense diversité des droits applicables. Alors on se dit, oui, très bien, il y a le droit public, il y a le droit privé. Parmi les nombres de structures qui existent et qui ont été listées, et les chiffres donnent toujours le tournis 30 ans après les avoir découverts dans mon cas, il y a des structures qui sont de droit privé. Vous avez des sociétés publiques locales, vous avez des CEMOP, vous avez des régies qui appliquent certains éléments de droit privé. Quand vous allez appliquer le droit, par exemple, de l'eau et de l'assainissement, vous aurez des pans entiers du droit de la consommation qui vont s'appliquer. On l'oublie. Donc, même d'ailleurs les avocats spécialisés dans ce domaine, même nous qui avons une trentaine d'avocats et avons spécialisé nos équipes, peinons à suivre ces hyper-spécialisations. Donc cette diversité de droits peut vous permettre d'utiliser la complémentarité. Même ceux d'entre vous qui êtes publicistes, vous êtes obligés, comme nous, de faire du droit privé. Sauf que vous êtes en général plus compétents que nous, ou en tout cas que moi personnellement, en droit privé, c'est certain. Deuxième élément, il y a dans la relation que nous avons pu constater avec votre profession, énormément de cas où nous sommes la porte d'entrée. Et nous demandons à la collectivité, c'était également vrai des préfectures, c'est également vrai des établissements publics de l'État dont nous sommes conseil. Vous connaissez un bon commissaire de justice, etc. Ah non, non, etc. Combiné avec la peur du copinage. Alors que nous sommes dans des cas de, dites-vous bien, que
la violation des règles de concurrence et de publicité dans le domaine de la commande publique peut entraîner assez vite le délit de favoritisme, même quand il n'y a aucune intention, elle est présumée par nos amis magistrats judiciaires, et c'est 2 ans d'emprisonnement tout de même. Donc, il y a une panique là-dessus, alors que nous sommes dans des domaines où nous avons, pour le précontentieux et le contentieux, une large exonération d'un grand nombre des règles de concurrence et de publicité. Et de ce point de vue-là, les plus publicistes d'entre vous avaient sans doute intérêt à vous faire connaître des acteurs locaux, mais aussi, je vais utiliser des gros mots, des apporteurs d'affaires que nous sommes. Parce que nous n'avons pas vocation à faire votre métier, et nous n'avons pas votre proximité. Même ceux d'entre nous, dans notre secteur, qui ont des cabinets plus gros que nous, et il y en a quelques-uns, pas beaucoup, nous n'avons que des antennes régionales et pas dans toutes les régions, bien évidemment. Et objectivement, à l'heure de la visio et du déplacement, on n'en a pas vraiment besoin. Quand j'ai fait des antennes régionales, les gens s'attendaient à ce que j'ai des spécialistes de l'urbanisme, des marchés publics et de la fonction publique dans chaque région. Ce n'était pas possible, sauf être 300. Et il y a, nous, dans notre pratique professionnelle, promouvons le recours à votre profession pour des choses qui sont des évidences, qui devraient être des évidences pour nous, pour vous et pour nos clients. Par exemple, établir la vérité, un constat. Alors, on y pense sur la diffamation, on y pense toujours. Ça, c'est bon, on est tranquille. Sur énormément d'autres actes. J'ai eu récemment une affaire où sur des problèmes de remise d'offres dans un problème de commande publique, il a été extrêmement utile de faire appel à des personnes de votre profession pour attester que tel document zippé était à 0 kilooctets à telle date et tel jour. Quel confort! Alors nous pouvons toujours le dire, on peut toujours demander des attestations sur l'honneur à des agents qui vont se mettre d'ailleurs en mode panique en pensant qu'on est en train de les manipuler. Ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus crédible pour nous d'avoir la parole indiscutable qui sera la vôtre. Quant aux autres actions qui sont multiples, nous sommes persuadés effectivement qu'il y a un interstice. Évidemment, je mentirais si je disais que j'espérais que vos actions allaient remplacer les miennes. Bien, j'ai une clientèle, j'ai un chiffre d'affaires, je suis le premier à être ravi que ceci augmente. Mais je pense très sincèrement que nous sommes complémentaires. Nous n'aurons jamais votre proximité, votre crédibilité quant à ce que vous constatez, dites, votre pragmatisme, votre compétence également combinée en droit privé. Et je pense que nous avons des actions extrêmement complémentaires à avoir. Et je vais prendre un exemple tout bête. J'ai parmi mes marottes le domaine des chemins ruraux, qui sont des voies qui relèvent du domaine privé, mais avec des vrais morceaux de droit public dedans. C'est le Canada Dry de la voie communale. Eh bien, ce régime est passionnant. Vous avez en général dans les communes un adjoint au maire qui se passionne là-dessus depuis 15 ans et qui connaît ça plutôt pas trop mal. Mais les services municipaux sont perdus face à la complexité de cette matière. Et quand ils viennent nous voir, je passe mon temps à faire des consultations gratuites au téléphone en quelques minutes, alors que c'est des dossiers qui prennent des heures, parce qu'on manque de gens ayant la capacité et la proximité pour décortiquer tout ça. Nous-mêmes, en plus à distance, ne serons pas bons pour faire ça. Et là, vous avez par exemple, dans ces domaines-là, la possibilité d'agir. Sauf que vous allez me dire, mais vous êtes très bavard, maître. Alors j'accélère. Non, du tout. Prenez votre temps, on vous écoute. Ne me dites jamais ça, madame. Donc, autre élément d'incompréhension possible entre le monde public et le vôtre, c'est les questions d'argent et d'accès à la commande publique. Je vous ai dit, j'aborde les questions triviales avec un manque d'ambition intellectuelle évident. Nous passons notre vie à être relancés par les gens de votre profession parce que vos honoraires ne sont pas payés en 1 semaine ou 15 jours. Mais mes pauvres, j'ai pour mon chiffre d'affaires entre un quart et la moitié de mon chiffre d'affaires dehors en permanence. Je suis content quand je suis payé à 1 mois, je sors le champagne. Et ce n'est pas suffisamment fréquent pour que je sois alcoolique. Et si ça devient 6 mois dehors, c'est qu'on s'est mal débrouillé sur les relances. Donc oui, il y a à intégrer un cycle de la commande publique qui fait que presque toujours, c'est à nous d'avancer vos honoraires auprès de la collectivité, ou si vous êtes en lien direct avec la collectivité, et si tout d'un coup c'est une très grosse mission que vous avez, pensez à votre trésorerie. Soyons clairs.
penser que ces factures seront déposées sur Chorus Pro, dont vous découvrirez les charmes. On en dit beaucoup de mal, c'est pas si mal que ça. Et pour ce qui est de l'accès à la commande publique, quand vous n'êtes pas sur du contentieux et du précontentieux, vous avez comme quelques règles à respecter, mais en dessous, 40 000 €, on a des règles assez simples, mais qui existent tout de même. Pensez-y. Nous essayons d'y penser. Je vous invite à y penser. Autre élément, des incertitudes sur le prix. Alors, je ne sais pas, sauf pour ce qui passe par nos cabinets, ce que sont les prix pratiqués dans vos missions qui ne sont pas réglementées. Ce que je peux vous dire, c'est l'état du marché sur les missions d'assistance juridique générale. Quand nous travaillons pour les collectivités territoriales, car le monde des universités, le monde des hôpitaux et le monde de l'État sont encore d'autres marchés en réalité, les appels d'offres vont se promener entre du 90 € de l'heure et du 160 € de l'heure selon les missions, la seniorité et autres. Avec beaucoup de collectivités qui ont encore la pratique de faire de nous leurs assureurs, puisqu'ils veulent des forfaits annuels qui sont évidemment catastrophiques, puisque si tout d'un coup il y a une volée de contentieux, la tentation de l'avocat sera de bâcler le travail, ce qui n'est digne pour personne. Donc nous, à titre personnel, nous refusons toujours ce genre de procédure. L'étiage, il y a plutôt un marché, désolé pour l'anglicisme, low cost qui s'est développé sur ces missions, avec de l'avocat junior non relu mis en batterie, ce qui est évidemment indigne. Alors, si j'ai des représentants de l'ordre, je parle d'autres professions, bien sûr, je parle de mon ordre. Et un marché plus haut de gamme qui s'est fait, et qui se fait soit par des missions après mise en concurrence spécifique, soit par les centrales d'achat que sont le GAP, pour l'État, la IDTP, etc. Je continue dans les questions opérationnelles. Je pense effectivement que vous avez, par la confiance que l'on a en vous et le caractère concret que tout le monde vous reconnaît, un avenir important dans les missions de médiation. Je rejoins tout à fait Monsieur le Président du tribunal administratif tout à l'heure sur cette importance. À ceci près que je conseille toujours à mes clients d'avoir un avocat en accompagnement à ces missions de médiation, et je ne pense pas que ça ne soit que du plaidoyer pro domo. Mais ces missions de médiation permettent énormément, d'abord, d'apurer énormément de petits litiges pour lesquels il est déraisonnable que il y a des collectivités qui d'ailleurs ne mettent même plus d'avocats ni de collaborateurs et ne répondent même pas aux recours contentieux dont ils sont l'objet quand la somme est inférieure à 100 €, 150 ou 200 ou 500 €, ce qui accessoirement peut aboutir à une catastrophe médiatique, voire dans les relations notamment syndicales internes à la collectivité. Il est infiniment préférable à ceci d'avoir un médiateur de bonne composition qui a une image neutre. Alors, il y a beaucoup de gens qui font de la médiation dans ma profession et qui viennent du monde de l'avocature, et ce sont évidemment d'excellents médiateurs, mais il y a toujours, à tort bien sûr, cette méfiance face à l'avocat, même quand il est médiateur, et je pense pourtant que c'est une bonne idée. Mais je pense que là, de ce point de vue-là, sur toutes des missions, on a besoin également de tiers de confiance de ceci. Je précise que les médiations sont également l'occasion, en réalité, pour les parties, sur les dossiers plus gros, pour chacun de sortir un peu ses cartes. Et j'ai eu énormément de missions de médiation où j'étais bien content qu'on soit là, la mission de médiation, car le client, vous savez, le client, il commence toujours par faire sa propre plaidoirie à son avocat, et l'avocat découvre effaré 6 mois après qu'il y a qu'avocat adverse avait telle pièce, et que finalement le dossier n'est pas si bon que ça. Donc, la médiation permet aussi de désamorcer ceci entre parties de bonne composition. Et là, vous avez, évidemment, je ne parle pas de mission d'expertise avec médiation sur lequel souvent vous avez des dominantes techniques, mais techniques ingénieriales, des problèmes de tuyauterie, ou de bâtiment. Mais sur ces questions de médiation, je pense que vous avez également un avenir tout à fait intéressant. Il est évoqué tout à l'heure la nouvelle, ce qu'on appelle la RGP, responsabilité gestionnaire public, entrée en vigueur au 1er janvier 2023 devant la Cour des comptes, qui est un régime qui apporte peu de volume contentieux, mais qui est demain, je pense, un mode de régulation important, et sur lesquels il y aura besoin, je pense, de votre savoir-faire pour
fiabilisé pour montrer les difficultés auxquelles on a été qu'on a dû affronter à tel ou tel moment. Je pense notamment à des questions de recouvrement de créances pour lesquelles on peut reprocher, certes au comptable public, mais parfois à l'ordonnateur également, de manquer de vigilance sur 2-3 points. Et là, je pense qu'il y a des choses à faire. Mais toutes ces questions sont éminemment techniques et complexes, c'est-à-dire qu'il est possible que ce droit public se développe chez vous avec une mission de proximité dans des domaines où la technicité pourra être portée par vos propres compétences et par ces magnifiques ouvrages dont on a parlé. Et il est possible, et je le souhaite, je l'espère, que certains d'entre vous développeront une compétence large, mais sur des domaines bien plus spécialisés, pour lesquels là, la complémentarité entre nos deux professions sera sans doute un peu différente. Ce qui ouvre la porte à de nombreux avenirs tout à fait intéressants, et j'espère que dans 5 ans, 10 ans, on pourra se revoir en constatant que tout ce sera émergé grâce à cet ouvrage dont, une nouvelle fois, je félicite et je salue la naissance. Merci. Merci. Merci beaucoup, Éric Landau. Justement, vous avez tous reçu l'ouvrage Le commissaire de justice au service du droit public. J'aimerais bien avoir la façon dont vous percevez cet ouvrage depuis la position qui est la vôtre, les uns les autres. Bruno Daugeron, peut-être ? Écoutez, moi, je fréquente beaucoup les ouvrages juridiques par définition, et j'ai trouvé, comme je disais tout à l'heure, c'était un ouvrage d'abord qui répondait à un besoin, qui ne venait pas par hasard, et qui permet de donner des réponses les plus pratiques. Et il me semble important, puisqu'on est là aussi pour réfléchir un petit peu tous ensemble et prendre de la hauteur, de faire une sorte de mea culpa aussi sur l'enseignement du droit en France. J'étais heureux tout à l'heure d'entendre un juge, je ne sais pas si fréquent que ça, dire que le recours au juge n'était pas la meilleure des choses. Ça ne doit pas être un but. Or, puisque vous avez tous fait du droit, nous avons tous appris ensemble, une des premières choses, c'était à faire des fiches d'arrêt. Et il ne me semble pas que ficher les arrêts soit forcément la chose la plus intelligente qu'on ait à faire quand on fait des études de droit. Pas du tout comme ça qu'on fait à l'étranger. À l'étranger, on fait autre chose. On fait thinking like a lawyer. Comment raisonner et comment penser en juriste. Et je pense que cette manière de faire introduit quelque chose d'assez pernicieux, dont nous sommes tous victimes, pour employer un gros mot, pardon, mais c'est de développer une sorte de vision juridictionnalisante du monde. Nous n'arrivons à trouver des solutions qu'en allant voir un juge. Ce qui conduit lui-même à une sorte de critique qui revient permanent. Ah oui, mais alors il y a le gouvernement des juges. Donc pour s'en sortir, je pense qu'effectivement, le recours à la médiation, à des acteurs de proximité, peut être une chance considérable. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai fait venir un collègue pour faire une table ronde aussi dans mon université qui vient d'écrire un traité de contentieux administratif, Alexandre Ciodo. Avocat également par ailleurs, quand il pratique le contentieux administratif. Et il est revenu, à sa grande surprise, sur cette affaire de médiation. Et il nous dit, finalement, la médiation, j'ai été le premier à me rendre compte, mais ça marche. Ça marche, sauf que lui, étant avocat, ce n'est pas forcément, comme vous l'avez expliqué, la première des choses qu'il peut faire. Et donc, il me semblait dire, je pensais, en l'écoutant et en pensant à notre rencontre d'aujourd'hui, que finalement, eh bien, il manquait des acteurs pour ces modes alternatifs de règlement des litiges, des acteurs concrets qui sont répartis sur tout le territoire et qui peuvent essayer de freiner ce recours au juge qui nous est tous inculqué comme la seule manière de faire du droit. Voilà. Mais je pense que se fier à un juge ne doit pas être la seule manière de faire du droit et que le but de quelqu'un, c'est pas forcément de devenir un requérant d'habitude et d'aller saisir le juge qui, comme la plus belle fille du monde, ne pourra donner que ce qu'il a et certainement pas résoudre tous les problèmes. Donc ça me paraît être, cet ouvrage me paraît être le premier pas, l'amorce d'une rencontre entre deux mondes qui ne se connaissent pas et surtout peut-être de freiner le recours au juge pour aller voir d'autres spécialistes du droit, mais qui n'auront pas forcément cette vision de la décision de justice comme finalité absolue de la vie, en quelque sorte.
l'amorce d'une rencontre entre deux mondes qui ne se connaissent pas forcément bien. Stanislas Lucienne, c'est aussi votre perception de cet ouvrage? C'est effectivement la conception de l'ouvrage. Alors pour juste répondre, il arrive que les collectivités locales payent dans des délais très raisonnables. J'ai 18 jours moyens de délai de règlement. Je pense que 18 jours, c'est pas mal. Voilà. Donc voilà, comme quoi ça arrive Les aussi. choses sont dites. Permettez-moi de l'applaudir. Je pouvais pas la louper celle-là, pardon. Oui, effectivement, un ouvrage qui nous place en situation de rencontre. Un ouvrage effectivement que j'ai découvert il n'y a pas 3 semaines, hein, donc je vous cache pas que je ne l'ai pas intégralement lu. Vous ne l'avez pas fini? Non, en 3 j'ai semaines commencé mais j'ai pas fini. Ceci étant, je le trouve effectivement extrêmement didactique, extrêmement intéressant, une rencontre et une ouverture évidemment. Une appétence en revanche pour le technicien que je suis, c'est d'ouvrir un deuxième volet, parce que ouvrir à la connaissance du droit public à des spécialistes du droit public, c'est évidemment intéressant. Alors pour des élus, c'est évidemment un ouvrage qui fait sens. Pour des techniciens, c'est un ouvrage qui peut nous accompagner. Ce qui sera intéressant, c'est d'ouvrir un volet communicant en disant où le commissaire de justice peut être. Alors c'est en bas de page à chaque fois, mais où le commissaire de justice peut être effectivement cette valeur ajoutée. Et ça, c'est un point, je trouve, extrêmement important. Il y a un instant, on disait effectivement une ouverture à d'autres professionnels. Je saisis aussi cette perche pour dire, et là c'est ma casquette de trésorier du groupe AFNOR, nous sommes tous des juristes, nous avons tous cette habitude du droit et notamment du droit dur. Il ne faut pas oublier que dans cette période qui s'ouvre, période de complexité, j'aime bien, c'est un peu mon running gag, mais c'est tellement la vérité du moment que de trouver les synthèses dans ce monde effectivement en tension. Ouvrir à la norme volontaire, c'est aussi un lieu, une place pour les commissaires de justice. En effet, il y a un certain nombre de dispositions, de dispositifs qui restent dans une espèce de flou, sur lequel, à un moment, se donner une règle de transparence. L'État le fait assez bien sur un certain nombre de sujets de transition, d'intelligence artificielle, etc., dans lequel on quitte le champ du droit dur pour entrer dans, entre guillemets, une situation de concorde, de se mettre d'accord sur une pratique. Et là aussi, on a quelque chose sur lequel, au-delà de cet ouvrage, qui est un ouvrage en droit dur, on peut aussi travailler. En quelques secondes, parce que je vois le chrono qui est en train de défiler, Stéphane Devailly, Éric Landau, juste un commentaire rapide sur cet ouvrage. Alors oui, moi j'ai trouvé que l'ouvrage était très intéressant. Sa présentation sous forme de fiche est effectivement assez facile d'emploi. Je pense maintenant qu'il faudrait que dans la formation des commissaires de justice, on laisse une place un peu plus grande au droit public qu'on ne l'a fait jusque-là. Mais j'ai fait la même remarque pour les avocats, puisque à un moment donné, on était à 20 heures de droit public pour la formation d'avocats. Je crois que ça a un peu augmenté, mais pas beaucoup. Et je pense qu'effectivement, ici, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc cet ouvrage est intéressant. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est que les commissaires de justice portent la parole auprès des élus, parce que c'est bien évidemment eux qui vont être en droite ligne dans cette action vis-à-vis des collectivités. On ne peut pas, nous, juges, orienter vers des commissaires de justice, même si, bien évidemment, ça pourrait être une solution. Éric Landau ? Plusieurs choses. Un, cet ouvrage est... Alors, j'avais dit rapidement, je précise. Cet ouvrage est très bien fait, et pour avoir moi-même beaucoup écrit de bouquins, je mesure que arriver à ce niveau de synthèse prend un temps et exige une rigueur considérable. Deuxième remarque, il s'agit de la première édition d'un très gros ouvrage. Il ne peut pas y avoir de coquilles sur un ouvrage de cette taille en première édition, il faut le savoir, et ce n'est pas indigne, c'est normal. Donc il faut que cet ouvrage vive. Troisième remarque, vous aurez noté dans cet ouvrage qu'il y a beaucoup de choses très opérationnelles qui ne sont pas contentieuses. On a beaucoup évoqué le contentieux. Vous savez, nous, sur notre activité, le contentieux et le précontentieux ne sont qu'un quart de notre activité. Et ne seront sans doute qu'un quart de votre activité quand vous serez ensuite en phase opérationnelle. Dernière remarque, il me semble effectivement que j'ai évoqué à la fin de mon intervention qu'il y avait sans doute énormément de domaines où vous pourrez agir en droit public sans être vous-même publiciste à l'origine, et qu'il y a sans doute certains d'entre vous qui déploieraient sur des larges territoires géographiques, cette fois-ci dans les limites de votre profession, je sais, mais pour les activités non réglementées, des compétences qui, elles, pourront dépasser ceci avec des sous-spécialisations et qui pourront nécessiter probablement, là aussi,
d'aller au-delà et effectivement par de la formation, pourquoi pas. Merci. Merci Éric Landau. On va terminer cette table ronde avec vous, Guillaume Delacroix. On a entendu beaucoup de points de vue qui expriment en quelque sorte la pluralité des acteurs du droit public. On voit bien que les collectivités, elles ont des besoins complexes, contingents, évolutifs et diversifiés en fonction des contextes locaux. Et encore, on pourrait aussi parler des particularités comme le droit local alsacien-mosellan ou les législations propre aux Outre-mer. Comment vous appréhendez la diversité des situations? Est-ce que vous avez des exemples en tête de situations précises dans lesquelles le commissaire de justice devrait intervenir davantage? Et enfin, comment vous voyez la suite de la vie de l'ouvrage? Alors, je voudrais déjà repartir sur les conditions qui ont permis la rédaction de cet ouvrage. Le professeur Guérard et les membres de son équipe ont passé en revue toutes les matières du droit public et se sont attachés à déceler tous les points sur lesquels il était nécessaire d'obtenir 4 objectifs. Le premier objectif, c'est prévenir le contentieux. On en a parlé dans les échanges, on s'est beaucoup arrêté sur la médiation. Donc la prévention du contentieux, c'est une des préoccupations majeures des acteurs du droit public et cet objectif, par nos activités traditionnelles, on y parvient. On y parvient par les constats, on y parvient par la médiation. Le deuxième objectif qui tient à cœur aux acteurs du droit public, c'est la sécurisation de l'action publique. La sécurisation de l'action publique, on l'obtient par les constats, on l'obtient par la signification des actes et des décisions administratives. Je ne vais pas trahir un secret, mais en matière de droit public, c'est principalement la notification qui prévaut. Notification, au début, elle était effectuée par lettre recommandée, puis elle s'est effectuée par lettre simple, et puis on a surpris quelques acteurs du droit public qui ont tout simplement avoué que les notifications n'avaient pas été réalisées. Donc pour ouvrir des voies de recours, c'est toujours un petit peu problématique. Deuxième objectif, c'est la protection des élus, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il est aussi difficile de trouver de nouveaux maires, de nouveaux élus sur les territoires, parce qu'être élu, c'est avant tout rencontrer des problèmes et très peu de satisfaction. Donc il y a une peur derrière cet acte de candidature à un poste d'élu. Et donc, nous, notre rôle va être de protéger ces élus et finalement de leur permettre d'assurer leur mission le plus sereinement possible. Et le quatrième objectif que nous recherchons, c'est celui de la réalisation d'économies financières, tout simplement, parce que je pense que c'est plus que d'actualité, en proposant la mise à disposition de prestataires de services. Alors, je suis désolé pour tous ceux qui sont restés arc-boutés derrière l'image de l'officier public et ministériel. Les commissaires de justice, ce sont des prestataires de services et qui permettent le remplacement de fonctionnaires qu'il devient de plus en plus difficile de recruter à raison du statut du fonctionnaire ou de les remplacer en cas d'arrêt de travail. Donc, pour poursuivre sur la demande, je vais vous parler d'exemples qui parleront à tout le monde. Alors, j'ai pris une liste, j'ai sélectionné 8 sujets. En droit administratif général, pour ce qui concerne la police de l'affichage publicitaire et des enseignes, eh bien, on peut très bien avoir l'habitant d'une commune qui découvre un jour qu'une enseigne a été posée chez lui sans son autorisation. Donc nous, notre rôle, ça va être d'effectuer un constat, de permettre l'établissement d'une amende. Un arrêté sera publié, un jugement sera rendu et une signification effectuée pour que l'exécution soit réalisée. Sur la police des immeubles menaces en ruine, ça a été un de nos premiers sujets. Qui n'a pas vu dans sa petite commune une maison qui menace de s'effondrer? Plus personne ne sait à qui elle appartient. Ça pose de gros problèmes de sécurité. Les gens n'osent plus passer devant. On se pose la question de barrer l'unique rue du village. En fait, en cas de présence d'un danger en raison d'un immeuble menaçant ruine dans la commune, l'action du maire, ça va être de faire réaliser une convocation par signification, parce que il est des fois difficile de retrouver le propriétaire. Un procès-verbal de constat va être réalisé lors de la visite d'évaluation des risques. On signifiera l'arrêté de mise en sécurité. On accomplira les formalités de publicité de cet arrêté. On signifiera la décision du tribunal fixant l'astreinte prescrivant l'exécution des travaux d'office. Et un procès-verbal de constat sera réalisé lorsque les mesures prescrites
auront été réalisées. Donc là, en fait, on a 10 formalités ou constats à faire réaliser par un commissaire de justice. La reprise pour abandon des concessions funéraires, c'est morbide, mais le cimetière, c'est une très importante source de revenus pour les communes. Tout ce qui touche au sacré, qui plus est, c'est un sujet sensible, où les esprits s'échauffent rapidement et dans lequel le maire n'a pas tellement droit à l'erreur. Donc, si en soi la mise en œuvre de la procédure de reprise, autrement dit de relevage des tombes, comme on l'appelle, n'est pas obligatoire pour les communes, sa non-utilisation, alors même que le maire avait connaissance de l'état d'abandon d'une pierre tombale, des risques que ça pouvait faire courir à des personnes qui se déplacent sur le cimetière, eh bien en fait ça provoquerait la mise en jeu de la responsabilité de l'élu. Donc nous intervenons dans les cimetières pour réaliser des constats et des significations aux héritiers. L'enquête publique, je pense que là, pour le coup, bon nombre d'entre vous interviennent dans ces enquêtes publiques pour réaliser les constats d'affichage et les constats de publication sur les sites des préfectures. En droit de la commande publique, on en a beaucoup parlé ce matin, la défaillance des prestataires de l'administration, les sous-traitants, les co-traitants. Lorsque le sous-traitant du titulaire d'un marché de la commande publique ne respecte pas ses obligations, l'adjudicateur, donc la personne publique, peut faire appel au commissaire de justice pour qu'il l'aide à gérer les défaillances. Donc on va pouvoir réaliser des constats de défaillance et d'imputabilité de celle-ci, des significations de mise en demeure et de décision de résiliation, des significations de retrait d'agrément. Les contraventions de grande voirie, je ne vais pas aller au-delà parce que je ne veux pas monopoliser. Qui n'a pas dans son village ou dans sa ville un restaurant, un débit de boisson qui est au premier rayon du soleil, chez nous ce n'est pas trop un problème, on est en Normandie, mais quand les premiers rayons du soleil commencent à envahir le trottoir, la terrasse se développe, elle envahit la place du voisin, eh bien le commissaire de justice va constater l'atteinte au domaine public. Et puis un petit clin d'œil sur la vente d'objets saisis, confisqués ou abandonnés. À la suite des saisies ou des confiscations par les douanes, les commissaires de justice peuvent être chargés de procéder aux opérations de vente. Et les opérations de vente, c'est quoi? C'est les opérations de publicité et de vente elles-mêmes. Alors, pour répondre à la question sur comment voyez-vous la suite de l'ouvrage, très bien. Merci. Tant mieux. Vis-à-vis, je n'ai pas terminé, excusez-moi, vis-à-vis des commissaires de justice, à l'instar de ce qui existe en droit privé, la Chambre nationale a pour projet de constituer, peut-être qu'ils ne le savaient pas, mais une bibliothèque des actes et des constats pour vous épauler dans votre pratique quotidienne lorsque vous serez sollicité par les acteurs de droit public. Et puis, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, les formations en région avec M. Lamy. Les formations en région sont envisagées au sein de chaque cour d'appel pour les commissaires de justice et les acteurs du droit public. Alors, ce seront des rencontres au cours desquelles le client, donc l'acteur de droit public, les acteurs de droit public et les prestataires, autrement dit les commissaires de justice, seront présents dans un même lieu et ce sera l'occasion d'échanges qui donneront lieu, le cas échéant, à la création de nouvelles fiches. Donc, pratique pour répondre aux besoins des acteurs du droit public, puisque en fait, c'est en échangeant avec ces acteurs du droit public qu'on réalise leurs besoins au tout début. Cet ouvrage, c'est tout simplement le fruit de rencontres avec des acteurs publics qui nous ont fait part de leurs difficultés. Et le moment n'est pas propice puisqu'on est un petit peu en retard, mais on aura l'occasion d'en reparler. Bon nombre d'élus ne savent tout simplement pas à qui s'adresser, alors même qu'il y a les services de la préfecture, etc. Donc pourquoi pas un tome 2, et puis autant d'opportunités supplémentaires pour les commissaires de justice de se mettre au service du droit public. Voilà, on attend le tome 2 désormais. Merci